Bonsoir, Chag Sameach, Yom Tov. Cette année Pâques et les Pâques tombent en même temps. Merci d'éteindre. Alors, le sujet de la soirée, peut-on parler sereinement du sionisme? Et évidemment, le mot le plus important, c'est sereinement. Et comme, contrairement à ce qu'on avait cru, il n'y a pas de contre-manifestants, il n'y a pas de chahuteurs. Est-ce qu'il y a des chahuteurs dans la salle comme ça? On sache dès le début, comme ça on en termine. Très bien. Oui. Mais tu sais qu'il y a des agents de sécurité dans la salle. Le type qui est assis à côté de vous, c'est un agent de sécurité. Et si tu ne te portes pas bien, on te vire. Effectivement, on a eu certaines menaces, c'est beaucoup de craintes. Donc, la première réponse, c'est oui, ce soir, certainement, on pourra parler sereinement du sionisme. C'est pour ça que la conférence est terminée. Oui, parce qu'une fois qu'on a répondu oui ou non, mais évidemment, l'essentiel de la question, c'est pas si on peut ou si on ne peut pas. On sait par les événements récents que ça devient difficile, de plus en plus difficile, et la question, au fond, la question, c'est pourquoi? Pourquoi ce merveilleux rêve que Herzl a eu et qui s'est réalisé, celui d'avoir un État pour les Juifs, pourquoi est-ce que le mot, le nom, l'État dérange? Je ne parle pas du fait qu'on veuille avoir un État un peu plus grand ou un peu plus petit, mais que l'État même, la notion même de sionisme dérange. Et chez nous, hic et donc, chez nous, tout près de nous, à Bruxelles, ces derniers temps, on a quand même eu des manifestations d'antisionisme, voire d'antisémitisme. C'est évidemment un sujet qu'on abordera, l'un se cachant parfois, souvent, derrière l'autre. Ce député bruxellois, Jamal Iqazban, qui traite Moniquet d'ordure sioniste, cette affiche à Molenbeek où il devait y avoir une conférence sur est-ce qu'on peut parler sereinement et librement du sionisme avec Moreau et Yves Goldstein, où on découvre une caricature manifestement antisémite, et nous, CCJ, non, si tu n'es pas sûr, tu en parleras, et que nous avons dénoncé les premiers. Joël Cotet qui ne parvient pas à faire une conférence sur le sionisme, simplement parce que c'est Joël Cotet qui est parce que le sujet est le sionisme, et Yves Goldstein lors des dernières élections communales à Schaerbeek qui subit des attaques antisémites déguisées. Alors, pour en parler ce soir, nous avons 4 merveilleux orateurs. Je vais vous les citer, vous les présenter brièvement, même si vous les connaissez bien. Je vous les présente dans l'ordre inverse de leur passage. Guy Archer, professeur ordinaire émérite à l'ULB. Il a enseigné la philosophie morale, politique et juridique. Il a présidé le centre de philosophie et de droit. Il a été doyen de la faculté de philosophie et lettres à l'ULB, cette même ULB. Il enseigne la philosophie des droits de l'homme dans le cadre du master européen en droit de l'homme et démocratisation à Venise. Josy Dubié, licencié, je vais dire ancien marin. C'est souvenu ce soir qu'on était en classe ensemble à l'ULB du temps où j'étais jeune et où lui était déjà un vieux marin. Mais bon, private joke. Licencié en journalisme et en ethnologie, journaliste, grand reporter à la RTBF, c'est là qu'on a tous découvert, depuis député écolo au Parlement bruxellois, au Parlement de la Communauté française, et puis sénateur. Il n'est plus membre de ces instances, il n'est plus membre d'une partie, ou enfin, il n'est plus dirigeant de ce parti depuis la fin 2010. Michel Gueux, à ma droite, administrateur du PAC.
présence et présence, activité culturelle, c'est ça? Action. Je le dis, parce que ça me fait plaisir de le dire, parce que c'était donc un des co-organisateurs avec la cellule socialiste du Parti socialiste de Molenbeek, et donc bon, il serait intéressant qu'il s'explique, et je suis sûr que ce sera intéressant. Il est écrivain, journaliste, il enseigne la théorie des médias à l'école de recherche graphique. Il est collaborateur de notre journal Regard et du Ligueur. Il est aussi animateur régulier des journées La Une, Jeudi Non, et il parle essentiellement du racisme, évidemment pour le dénoncer. Et alors, il est ancien président de la section du PS d'XL. Je le dis, parce que c'est un ancien, il n'est plus. Je le place là, cette référence, parce que nous avons voulu avoir, il faut quand même que je le dise, un représentant du PS, qui est quand même un élément important du paysage politique à Bruxelles, et excusez-moi, qui traîne quand même quelques petites casseroles, on en reparlera. Je n'y suis pas parvenu, donc il n'y a pas de représentant PS aujourd'hui. Et enfin Joël Kotek, last and not least, illustrateur du CCLJ, directeur du magazine Regard, historien, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'antisémitisme et de l'antisionisme aussi. Alors, chacun des 4 orateurs prendra la parole pendant 10 minutes, et puis pour qu'il y ait un dialogue, ils reprendront la parole pendant 5 minutes, et ensuite vous aurez la parole pour des questions. Et les 3 points auxquels je vous demande, messieurs, de répondre, sous le titre général « Peut-on parler sereinement du sionisme ?» c'est qu'est-ce qu'est le sionisme? Quelle est votre définition? Pourquoi est-ce devenu une insulte dans la bouche de certains? Derrière l'antisionisme se cache parfois, souvent, toujours, l'antisémitisme. Et enfin, pourquoi la critique émane-t-elle aujourd'hui de plus en plus, et plutôt à gauche? Voilà. Joël Kotek, s'il te plaît. J'aurais dû savoir, on m'a demandé de parler en premier, c'est un peu embêtant, parce que je suis quelqu'un d'assez agressif, alors je préfère toujours parler après, mais bon. Alors je vais être calme, je vais commencer. Je remercie mes amis ici d'être présents, le CCLJ d'avoir songé effectivement à organiser cette conférence, qui est un thème important. Et naturellement, la première question, je parlerai après peut-être de l'histoire du sionisme, si ça vous intéresse. Mais ce qui me semble important, c'est de revenir bien sûr sur l'objet du titre de la conférence. On n'a pas choisi ce titre de conférence par hasard. C'est parce que c'était le titre d'une conférence qui aurait dû avoir lieu dans une commune bien connue de notre belle capitale, et qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un incident dont on est malheureusement très familier. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans, j'avais donné une conférence, non pas sur le sionisme, mais sur la Shoah, et on a dû amener les policiers, on a dû faire venir la police pour me protéger de gens qui effectivement me menaçaient, tout simplement parce que j'étais connu comme administrateur du CCLJ. Même réaction 1 année plus tard, lorsque Chicha aussi m'avait reproché d'être un administrateur du CCLJ, une organisation supposée extrémiste, parce que justement sioniste. Alors ça nous ramène à la question, et c'est toute cette question, est-ce qu'on discute vraiment du sionisme, ou est-ce qu'on devrait parler d'autre chose? Parce qu'il y a sionisme et antisionisme, il y a antisionisme, et là effectivement c'est une idéologie qui a été, une pensée, une opinion qui a été, avant la Shoah, qui était portée par un certain nombre, même de juifs bien évidemment. Le sionisme était avant la Shoah, était porté par un nombre considérable de gens, de courants, le courant religieux, nous savons, le courant d'extrême gauche, nous savons, le courant assimilationniste, contrairement à ce qu'on pense, les grands banquiers étaient plutôt hostiles au sionisme, puisque ça remettait en question l'intégration. Et on sait qu'au moment de la déclaration Balfour, dans le cabinet britannique, les seuls à s'opposer à l'idée d'un foyer national juif, c'était les membres juifs du cabinet, bien évidemment, contrairement à ce qu'on croit. Parce que la bourgeoisie juive, et nous avons beaucoup de juifs de cour en ce moment aussi en Belgique, ben, sont des gens extrêmement prudents, bien sûr, parce que si on est juif de cour et si on veut devenir baron, ben, effectivement on a intérêt à dire que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'antisémitisme, et que finalement il y a eu beaucoup de justes. Soyons justes, effectivement, nous le savons tous. Donc en fait on ne parlera pas aujourd'hui véritablement
d'antisionisme, mais plutôt d'antisionisme radical, c'est-à-dire de cet antisionisme post-Shoah. Parce qu'effectivement, on ne peut plus avoir un regard sur le sionisme avant et après la Shoah. Avant la Shoah, c'était une option. Le sionisme était une option parmi d'autres. Après la Shoah, c'est devenu une solution. Oh, pas pour nous, les juifs de... J'habite Scarbeck, la plupart d'entre nous n'habitent plus Scarbeck. Et c'est vrai que la plupart de nos parents, de nos grands-parents, encore une grande partie, ont été emportés par la Shoah. Et ce qui est vrai que le prolétariat juif a disparu, en grande partie. C'est vrai qu'il n'y a plus ces masses de juifs pauvres qui ont irrigué le mouvement de gauche, le mouvement socialiste, etc. Mais justement, le sionisme a été la réponse à cette question des juifs au XXe siècle. Quelle solution? L'assimilation. Mais je travaille sur une ville qui s'appelle Breslau, grande ville juive, 5e communauté juive, 3e communauté juive d'Allemagne. Seulement 22 000 juifs. 22 000 juifs, c'est pas beaucoup. Mais 5 prix Nobel sur 6 sont juifs. Donc 3 convertis au christianisme. Ça n'a pas empêché le nazisme, effectivement, de considérer même ces juifs convertis comme des ennemis de la nation allemande. Donc l'assimilation peut-être. Alors de la même manière, le Bund, c'est très bien le Bund. Le problème, c'est que le Bund a disparu, à la fois de la faute des nazis et de la faute des communistes. Il n'y a plus de mouvement bundiste. Oui, il y a des nostalgiques du bundisme. La même chose, le grand mouvement socialiste. Le grand mouvement communiste, plutôt. Mon oncle est mort à la guerre d'Espagne pour protéger, effectivement, le régime républicain, pas communiste, le régime républicain contre les fascistes. Il est mort, il est tombé à Barcelone. Bon, il y a eu le stalinisme, l'antisémitisme. En 68, les derniers juifs communistes polonais ont été expulsés. Et puis il y a le monde arabe, dont on parle très peu. On nous bassine avec cette histoire. Mohamed V, on me l'a encore sorti aujourd'hui, Mohamed V a protégé, etc. Il a refusé que les juifs du Maroc ne portent l'étoile. On n'a jamais demandé aux juifs de porter l'étoile. Les juifs ne portaient même pas l'étoile à Vichy. C'est uniquement en zone occupée qu'on portait l'étoile. Et donc toute une série de mythes, effectivement, qui sont faits et qui sont là, fabriqués, pour nous inciter à je ne sais pas quoi, à ce que nous, les juifs, nous devrions encore revivre, réessayer tout ce que nous avons tenté avant la Shoah, que ce soit l'assimilation, que ce soit autre encore, l'intégration dans ce monde arabe qui refuse l'altérité, qui refuse la diversité. Et donc c'est vrai qu'il y avait 900 000 juifs dans le monde arabe, il en reste aujourd'hui 7 000. Donc malheureusement, encore une fois, c'est ce qu'on en discute souvent entre nous, le sionisme s'est imposé malgré nous. Je suppose que mes grands-parents n'étaient pas forcément sionistes, mais c'est vrai qu'après la Shoah, eh bien, il ne semblait n'y avoir pas d'autre horizon que, effectivement, un État où peut-être l'on puisse songer à fuir en cas où les beaux esprits, effectivement, ne nous protègent pas, comme ils ne nous ont pas protégés à partir de 1940, comme on le sait très bien. Donc, ce qui m'intéresse ici, effectivement, ce n'est pas l'antisionisme en tant que tel, qui est une opinion que j'accepte, encore qu'on peut se poser la question, et ça, Guy Archer, elle a bien précisé, et je m'excuse de reprendre son argument, c'est vrai que c'est presque intolérable, et c'est presque incompréhensible comment on peut se dire qu'on est contre un État juif alors qu'on est pour un État palestinien, on est pour un État bosniaque, on est pour un État kosovar, et le seul peuple qui serait privé d'avoir droit à un État serait le peuple juif, mais ça, à la limite, on peut l'accepter, et on aura toujours ce débat avec nos amis du PJP, pourquoi pas, mais c'est l'antisémitisme radical, et c'est ça le problème. L'antisémitisme radical, c'est quoi? C'est tout simplement l'antisémitisme. C'est pas l'idée qu'Israël ne devrait pas exister, c'est l'idée qu'Israël est le centre du mal. C'est l'idée que si le monde va mal, c'est parce qu'il y a un centre diabolique qui explique que de l'Indonésie jusqu'au Maroc, le monde ne tourne pas rond. Et donc c'est cette idée sur laquelle, tout simplement, Israël serait le juif des nations. Et c'est ça le problème. Et c'est ça ce que nous révèle aujourd'hui le problème. Et c'est ça qui explique que lorsqu'on organise une conférence sur le sionisme, on est obligé d'avoir des policiers devant nous. C'est absolument terrible. C'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'on a une école juive, alors que tout le monde nous dit que l'antisémitisme a disparu, qu'aujourd'hui les nouveaux juifs ce sont les musulmans, et bien que les seules écoles qui sont protégées par les policiers sont les écoles juives. C'est absolument terrifiant. C'est ce qui explique que quand moi j'étais jeune à la Chemin de Saïr, on allait jouer à la place Maurichard au Crix. On ne peut plus jouer au Crix aujourd'hui. On ne peut plus. Parce que ça paraît dangereux. Est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraisemblablement le sentiment, pas de peur, mais en tout cas c'est la crainte que nous avons tous et qui fait que nous vivons presque en marane. Parce qu'un juif c'est bien, un juif mort c'est génial, et un juif antisioniste, ça c'est très bien. Mais un juif qui ne se désolidarise pas d'Israël, c'est un juif suspect. Alors on va inviter toujours les juifs de l'UPJP, etc. Vous le savez, je les aime bien, c'est pas la question. Donc, ce qui m'importe, et je vais terminer sur ça, c'est tout simplement l'idée, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus d'antisémitisme. Il n'y a plus d'antisémites, excusez-moi, il n'y a plus d'antisémites. Personne n'est antisémite, mais il y a de plus en plus d'antisémitisme. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Alors je ne sais pas si l'antisémitisme est en augmentation, et je ne crois pas. Je crois que chez l'Européen moyen, je pense que depuis 1900,
les années 30, il y a une décrue d'antisémitisme, en tout cas des sentiments antisémites. On fait des sondages d'opinion et on vous pose la question, est-ce que vous accepteriez un gendre juif ou un président d'État ou un roi? On ne peut pas dire ça chez nous, ça c'est pas possible, sauf peut-être pour certains juifs de cour. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous accepteriez un président de la République juive? Et en France, de plus en plus de gens l'acceptent. Ce qui n'en reste pas moins vrai, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Shoah, il y a une libération de la part de l'antisémite. Des choses qu'on n'imaginait pas. Et qui vous fait surgir au hasard de conversation les vieux thèmes qu'on croyait totalement oubliés, selon lesquels nous, qui sommes malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, amenés à nous ouvrir, à ne plus manger cachère, à être laïcs, à pratiquer l'exogamie et que j'ai d'autres encore, à nous accuser d'être toujours un État dans l'État, d'être toujours entre nous, etc., de pratiquer je ne sais quel... et ces thèmes-là reviennent, et encore là on peut l'accepter. Mais ce qui est étonnant, c'est que non seulement il y a les vieilles recettes, les vieux clichés qui sont revenus, mais qu'il y a des nouveaux clichés. Et qu'aujourd'hui, c'est à travers l'État d'Israël qu'on est en train d'accuser les Juifs. C'est-à-dire qu'on dit à la limite, oui, vous les Juifs, en tant que victimes, les Juifs de la Shoah, nous vous aimons bien, mais les sionistes, alors là, ça pose toutes les questions, et c'est en tant que tel que nous sommes aujourd'hui. Donc le nouvel antisémitisme, c'est effectivement cet antisionisme radical qui fait du sionisme, en quelque sorte, les limites du genre humain, et qui part, le sioniste, des amis qui étaient ceux, encore une fois, des Juifs d'avant la Shoah. Autre chose encore, deux petites remarques, c'est que ce qui est aussi très inquiétant, c'est que si l'antisémitisme décroît, je crois, les sentiments antisémites décroît, mais ressurgissent d'un autre côté, donc ça c'est le paradoxe, parce qu'il y a une libération là-bas de l'antisémite, il y a une montée d'antisémitisme extrêmement forte chez les jeunes issus de l'immigration. Il faut dire les chars, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est très inquiétant. Et c'est extrêmement inquiétant. Et cette ignorance dans laquelle ces gens-là sont baignés est porteuse de danger. Et on le sait, on a beau dire effectivement à certains de nos amis qui nous disent encore une fois que l'antisémitisme est mort, etc. Il y a eu l'affaire Mera, il y a eu l'affaire Halimi, il y a toute une série de choses absolument inquiétantes qui font qu'on a peut-être effectivement des raisons de nous inquiéter. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas la gauche forcément. C'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de syncrétisme entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Parce que ce qu'on essaie de nous vendre aussi, et là aussi on a une réaction au sein de Regard, en nous disant qu'aujourd'hui, l'extrême droite serait pratiquement sioniste. Mais ouvrez Internet, regardez Internet, et vous allez découvrir quoi? Mais que les vieux antisémites, ceux qu'on aime bien, hein, ceux que Roth adore, heureusement sont toujours antisémites, sont toujours ennemis d'Israël. Regardez Dieudonné, regardez Soral, regardez la droite radicale, elle n'a pas abandonné son combat à la fois contre les Juifs, mais recyclé antisionisme. Alors je termine sur ça pour vous montrer qu'est-ce qui fait qu'on a réagi. Alors moi je ne suis pas un homme inquiet, ça fait tellement longtemps que je suis inquiet, c'est que je ne suis pas plus inquiet qu'avant. Beaucoup de gens sont inquiets, beaucoup de gens nous disent « l'ULB est antisémite ». Mais non, bien sûr que non. Je suis juif, je suis enseignant à l'ULB, Guy Archer est juif, il enseigne à l'ULB, l'ULB bien sûr n'est pas antisémite. Il y a des gens effectivement qui utilisent l'antisionisme, par idéologie ou je ne sais que d'autres encore. Et puis aussi ce problème d'ignorance qui est absolument extraordinaire. Et donc la question c'est, je vais vous montrer 4 images, et je terminerai là-dessus, pour vous montrer où l'on en est aujourd'hui dans ces syncrétismes entre l'extrême gauche et l'extrême droite, qui est extrêmement inquiétant. Alors qu'est-ce qui m'a fait réagir à cette caricature? D'abord je remercie Willy Weinstein, car je ne sais pas si je peux le dénoncer. Oui, je peux le dénoncer. C'est lui qui nous a mis au courant de cette caricature de Molenbeek, et puis c'est mon ami Nicolas Zemmerstein qui par la suite m'a téléphoné. Et je travaille sur la caricature depuis très longtemps, 15 ans. Et je connaissais ce Zéon. Et donc tout de suite, je me dis, mais le PS qui utilise les caricatures, oui, d'une caricature de quelqu'un qui est l'ami de Dieudonné et de Soral. Alors Soral, vous savez qui c'est un ancien communiste qui a viré comme porte-parole à un certain moment comme idéologue du Front National, qui aujourd'hui est plus à droite que le Front National, parce qu'il considère pratiquement que Mme Le Pen est devenue vendue à je ne sais qui, et qui aujourd'hui anime la droite radicale, et qui, avec un certain nombre de caricaturistes, inonde le net de caricatures qui sont, quand je dis abjectes, je mesure mes mots. Alors regardez ces caricatures, il y en a 2. Il y a Zéon, qui est assez mauvais, mais c'est assez hard, et puis il y a un type qui est assez génial, il faut le dire, c'est Jean Corbeau. Jean Corbeau, c'est un type absolument extraordinaire. Donc ce sont des gens qui sont inclassables, ils sont à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite, et leurs caricatures figurent dans tous les sites pro-palestiniens. C'est ça qui est inquiétant. C'est un peu comme Carlo Latouffe. Hein, on est dans du Drummond. Drummond était... Il faut savoir quand même qu'au XIXe siècle, l'antisémitisme était aussi de gauche.
Hein, Proudhon, c'était pas... Votez pas Sarkozy, Proudhon. Hein, Picard, votez pas Sarkozy non plus. Alors, je vous montre ça, si j'ai bien compris. Ça, c'est l'image noire. Alors ça, c'est... Regardez. Là, ça, c'est Joe Le Corbeau. Après, j'ai terminé. Alors, Joe Le Corbeau, regardez, imaginez, il est génial. Il détourne des couvertures d'Hergé. Et ça s'appelle Les Aventures de Dieudonné, Les Diamants de Tel Aviv. Alors, vous voyez qui? Forisson, Adolf Hitler qui joue au piano. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle le chanteur? Thierry. C'est Thierry, mais... Non. Le grand chanteur. Bruel, Patrick. Ah oui, Patrick Bruel. Et puis, vous voyez, alors, vous avez là Dieudonné, que vous ne voyez pas. Et puis, toujours la viquette qui est le symbole des quenelles de la Shoah, de l'invention de la Shoah. Alors, je crois que si je peux aller en arrière, ça, c'est le fameux Zénon. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun journaliste belge a vérifié qu'il était Zéon. Ils ont tous reproduit ce que j'ai dit. Ils auraient pu taper que Dieudonné, Alain Soral et Zéon ont organisé une séance de dédicace parce qu'il vient de publier une bande dessinée qui s'appelle Yacht Club, qui dénonce à la fois la mafia russe, la finance juive internationale. Et donc, Zéon, c'est quand même quelqu'un qui est très connoté. Et ça, et ce qui est terrible, c'est que le PS n'a pas vérifié. Et ils ont pris sur le net sans doute tout en disant toute bêtise. Parce que ça leur a plu. Alors qu'est-ce qui leur a plu? Quand même, alors voilà, ça c'est le même Zéon. Vous voyez la subtilité quand même de Zéon. Hein. Il est jeune, vous savez, il a 30 ans. C'est-à-dire il y a... Donc sur des images, là, on est dans le plein crime rituel. Vous savez que les Juifs, on vient de manger des matzot. Et donc dans la matzah, il y a un peu de ça, vous savez quand même. Hein, du sang d'enfant, avant c'était enfant chrétien, maintenant c'est enfant juif, enfant musulman, etc. Et donc ce sont des gens qui recyclent, au nom de l'antisionisme, et bien des clichés antisémites qui datent du XIIe siècle. C'est ça qui est très inquiétant. On est dans le XIIe siècle là. Et c'est ça qui explique la Shoah. C'est d'abord l'anti-judaïsme, puis l'antisémitisme. Et voilà encore une fois notre là. Alors je passe de Zéon à Joe Le Corbeau. Alors Joe Le Corbeau, l'histoire mystérieuse, les aventures de Dieudo. Et puis vous voyez Dieudo, la viquette, et puis vous voyez le juif international. Et puis vous voyez ce qui est extraordinaire pour montrer que ce sont des gens très éduqués, un peu comme les gens qui ont repris ça. Alors Rothschild était juif, on est tous d'accord là-dessus. Rockefeller, pas du tout. Mais Rockefeller, ça sonne juif, hein. Vous ne trouvez pas? Ça sonne juif, Rockefeller. Et puis Soros, il est juif, mais il n'est pas forcément sioniste, en plus. Mais c'est pas grave. Ça fait bien. Et puis vous avez le diable. 666, si je ne me trompe pas. Donc on voit bien, et puis c'est anti-maçonnique, le nouvel ordre mondial. Donc on est dans des ressucés de l'antisémitisme du XIXe siècle et de Vichy, hein, qui vous assimile la finance juive avec la maçonnerie et le diabolisme. Et voilà les gens, effectivement, qui sont utilisés et qui font aujourd'hui, je dirais, qui font sens au sein d'une mouvance qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite radicale. Et voilà la fameuse caricature. Alors, on m'a dit aujourd'hui que certaines personnes estiment que ce n'est pas antisémite. Alors, peut-être que ce n'est pas. Alors, je ne sais pas. Alors, José Dupuy rigole, il a raison, c'est un homme intelligent. Pas possible. Qui a dit ça? Non, mais on me l'a dit, c'est une interprétation. Mais voilà la caricature qu'a pris le PS. Alors là, vous avez la chance, vous l'avez en pleine tête. Hein, et vous voyez effectivement que c'est l'idée la suivante, c'est que l'Israélien, le soldat juif, le soldat de Tzahal, alors il a un peu des oreilles diaboliques, utilise le judaïsme, le juif, alors quel juif hein? Ils auraient pu prendre une jolie femme, un homme normal, non, c'est quand même un juif comme le juif du Sturm, etc., utilise en fait la Shoah, regardez, hein, le déporté juif pour, effectivement, que l'on oublie effectivement les vrais problèmes du monde, etc., pour qu'on détourne en quelque sorte. Alors, ça c'est voilà l'image qui aurait dû nous inciter à parler sereinement du sionisme. Alors vous comprenez pourquoi à regard nous avons finalement été amenés à réagir et qui a forcé le Parti socialiste après beaucoup de discussions, beaucoup de sang et de larmes et peut-être près d'un mois à finalement, paraît-il aujourd'hui, à officiellement s'excuser. C'est la commission de déontologie qui finalement a reconnu le caractère peut-être déplacé. En disant, d'ailleurs sur le premier communauté, il fallait le pré-communauté, c'était peut-être mal, qu'il aurait fallu l'expliquer. Alors on nous aurait expliqué, je sais pas quoi. Voilà, j'étais plus long, je m'en excuse. Pas de problème, pas de problème. Merci. Une autre image, Arbach Martfai, Shoazis. Hein, et donc on est quand même Al-Essai, Shoah Nana de Dieudonné. Donc vous voyez quand même qu'on est dans la subtilité quand même intellectuelle. Et voilà encore une fois une autre, pour bien montrer quand même qu'on est dans l'antisémitisme.
Donc c'est toujours le zéon que le Parti Socialiste a utilisé, fuck sionisme et Israël, et on parle quand même fuck de Talmud. Donc on est quand même, est-ce qu'on est dans l'antisionisme? J'ai mes doutes, je ne pense pas. Alors Free Palestine, fuck sionisme et Israël, 6 millions mythos. Donc on voit qu'on est dans quelque chose, on est dans une mutation, effectivement, de l'antisémitisme traditionnel, et on est dans quelque chose de très dangereux et d'assez inquiétant. C'est zéro. Non, alors c'est un photomontage. Ah d'accord, c'est dans quel Oui, nous sommes d'accord là-dessus. C'était une manière de vous montrer des belles femmes aussi. Il détourne femelle. Voilà, exactement. Il le dit, hein. Oui, il le dit qu'il a détourné, il le reconnaît, hein. Donc il a un site internet. Et voilà, et cet homme-là continue. Alors, in God we trust. Ils ont souvent de l'humour à part ça. In God we trust. Donc voilà. Joël, merci beaucoup. Voilà. Ah oui, aussi celle-là encore. Objectif 6-8. Mais c'est drôle. Bien, Joël, merci. On a commencé en force avec son et lumière. Alors, Michel, c'est à toi. C'est dur, je sais que tu n'as pas de diapo. On t'écoute. Bon, moi je viens à la tête couverte de sang, évidemment. Il faut quand même commencer par raconter un petit peu l'histoire, de quoi on parle, ne serait-ce que pour ceux qui ne la connaissent pas. Micro, s'il vous plaît. Oui, comme ça? C'est mieux? Merci. Insister. Voilà. Donc, l'histoire de ce débat commence en fait par un autre incident tout aussi malheureux. Claude Moniquet, qui est journaliste et expert en terrorisme, a donné sur une radio, je crois que sur RTL, une interview à propos de l'Égypte et de l'évolution de la crise en Égypte. Interview dans laquelle il critiquait l'état dans lequel Moubarak a laissé l'Égypte à ses successeurs. En l'occurrence, dit-il, un pays dans lequel énormément de gens n'ont pas d'alimentation, énormément de gens n'ont pas de logement, des milliers de gens vivent dans les cimetières, et qualifiant le pays de poubelle à ciel ouvert. Un député PS régional, entendant ça, a pris la mouche et a traité l'Égypte, les Égyptiens de poubelle à ciel ouvert, c'est scandaleux. Donc, apparemment, il n'a pas compris ce que disait Moniquet, parce que Moniquet critiquait le régime de Moubarak, il ne disait pas que les Égyptiens étaient responsables de l'état de la chose. Et sur Twitter, il l'a traité d'ordure sioniste. Ça a fait du bruit, évidemment. D'abord, Moniquet a porté plainte. Et la réaction d'Iscavan a été on veut museler la parole d'un député et lui interdire de critiquer le sionisme d'Israël. Il s'est créé un comité de soutien à ces députés. Et bien évidemment, à l'intérieur du PS, beaucoup de gens aussi ont réagi en disant c'est insupportable, on ne peut pas faire ça, etc. Mon point de vue personnel, c'est que de toute façon, comme dit Jean-Marc Ferry, la civilité, c'est-à-dire l'absence de violence physique et verbale, est une des conditions d'exercice de la démocratie. Ça peut nous arriver dans les conversations privées d'avoir des mots qui dépassent l'intelligence, mais un député est censé quand même normalement garantir cette civilité, et donc en aucun cas, à mon avis, on peut injurier de quelque manière que ce soit un citoyen. Donc il y a eu une réaction officielle. Loreton Koenings, qui venait d'être élue présidente de la Fédération bruxelloise de PS, a fait un communiqué condamnant clairement l'usage de cette injure, disant que de surcroît le sionisme ne pouvait pas être utilisé comme injure, que c'était la simple reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël, et qu'elle avait savonné les oreilles du député en question, qui avait fait amende honorable. C'était pas si facile que ça. Manifestement, des militants ont réagi en disant sionisme, non, on n'est pas d'accord. Sionisme, c'est pas
simplement l'existence d'Israël. Sionisme, c'est le mur, l'apartheid, le génocide, l'assassinat des enfants, enfin, toute la liste des choses qu'on peut reprocher à Israël quand on est plutôt pro-palestinien. Et donc, en aucun cas, on peut nous interdire d'utiliser sionisme comme un terme agressif à l'égard de l'autre. Donc c'est ça, c'est ce débat-là qui a, je pense, amené à Molenbeek l'idée de faire un débat sur le sionisme entre gens de gauche, principalement du mouvement socialiste, organisé par le PS de Molenbeek et le PAC de Molenbeek. Le PAC étant Présence Action Culturelle, une organisation culturelle qui fait partie de la famille socialiste. Le président de cette section a, en bon militant, fait l'affiche, l'annonce. Enfin, il n'y a jamais eu d'affiche, c'était une annonce qui avait circulé sur Internet. Il a fait l'annonce. Il est allé sur le net, il a trouvé, en tapant sionisme, la caricature, et il l'a mise dans sa composition. Peut-on parler librement et sereinement du sionisme avec Yves Goldstein et Philippe Moreau? Paf, l'image qu'on vient de voir. Et il a balancé sur le net. Certains militants l'ont forwardé, ils l'ont envoyé à d'autres. Donc ça a commencé à circuler de manière virale, comme la publicité fonctionne sur Internet. Et puis aussi, beaucoup de militants se sont arrêtés, on dit mais ça c'est pas possible. Donc, il y a eu, ici même, CCJ, des réactions, un communiqué. Et puis d'autres militants aussi ont dit mais c'est pas supportable, voilà, Willy, d'autres. L'annonce a été immédiatement arrêtée. Le militant en question, enfin le président de la section du PS de Molenbeek, a retiré sa candidature. C'était juste au moment des élections réalisées dans toutes les sections. Le président de section, donc il était normalement candidat à sa réélection, il a retiré sa candidature, donc disons qu'il a démissionné. Et lui-même et sa collègue présidente du PAC de Molenbeek ont rédigé un communiqué. Comme ils étaient eux-mêmes ceux qui avaient été pris les pieds dans un pot de confiture, c'était un communiqué très embarrassé. Si éventuellement des gens étaient choqués par une image qui, sortie de son contexte, a pu être mal interprétée, etc. Enfin, le genre de choses qu'on fait quand on est en face du proviseur qui vous a attrapé, qu'on essaye de s'excuser tout en essayant de trouver des justifications, on ne le savait pas, etc. Donc, au PAC régional de Bruxelles, dont on vient rappeler que je suis l'un des administrateurs, et Jean Spinette, qui est ici même président, on a décidé de faire un communiqué plus clair, plus détaché, plus catégorique. Donc, on a fait un communiqué pour dire qu'effectivement, c'était tout à fait inacceptable et vous présenter des excuses sans condition et sans contexte sur cette affaire. Voilà. Alors évidemment, plus question. Le débat a été supprimé. C'est évident que et Yves Goldstein et Philippe Moreau ont trouvé que dans ces conditions, c'était pas possible d'organiser un débat libre et serein. Bon. Voilà. Donc du coup, je dirais le débat est lancé, il est commencé. La réponse effectivement est donnée. Le débat calme et serein, non. Le malaise et des choses bizarres et des réactions en sens divers, oui. Donc voilà, je crois qu'on a effectivement à l'intérieur du Parti Socialiste un débat à avoir. J'espère qu'il aura lieu. Personnellement, je fais tout ce que je peux pour qu'il ait lieu, mais je ne suis pas dans les instances de décision, mais en tant que militant, moi je pense qu'il faut effectivement que ce débat ait lieu. Personnellement, depuis la manifestation de janvier 2010, c'était 2010 Non, c'était le 11 janvier 2009. 2009, merci déjà. Moi, je me suis bêtement engueulé avec beaucoup de monde pour cette manifestation, à laquelle il est utile de dire que je ne suis pas allé. Et il y a donc il y a un débat, il y a un antisémitisme de gauche, il existe. Il y a, je pense qu'on peut le dire de manière un peu catégorique, il y a un discours qui
s'abrite derrière... Enfin, c'est même pas qu'il s'abrite, c'est un discours de la mauvaise foi. Je ne suis pas antisémite, je ne suis que antisioniste. Mais dans les faits, l'antisionisme, alors quand on dit aux gens qu'est-ce que vous en pensez, hein, je peux critiquer l'État d'Israël, je peux critiquer la politique d'Israël, oui, pourquoi pas critiquer la politique d'Israël, mais il critique la politique de tous les gouvernements d'Israël depuis l'existence d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne politique israélienne. Ils ne disent jamais je suis pour celui-là, contre celui-là, je préfère la politique d'un tel, je soutiens tel mouvement contre tel autre, telle solution contre tel autre. Toutes les solutions sont toujours mauvaises, c'est tout à fait typique d'une idéologie d'ailleurs. Une chose et son contraire confirment l'idéologie. Donc on est dans Gaza, c'est mauvais. On se retire de Gaza, c'est mauvais. On fait des interventions ciblées à l'intérieur de la Cisjordanie contre les terroristes, c'est mauvais. On met plutôt un mur, c'est mauvais aussi. Enfin, il n'y a rien qui est acceptable. On négocie, c'est une manière de différer le problème. On refuse de négocier, c'est la preuve qu'on est méchant. Il y a une manière de discuter politique qui fait que l'autre n'a jamais aucune possibilité de faire quelque chose de positif qu'on pourrait reconnaître. Et d'autre part, il y a le côté obsessionnel. C'est-à-dire que maintenant, il est pratiquement impossible de discuter de quoi que ce soit. Les certificats verts, 2 minutes après, Israël-Palestine est sur la table. C'est vraiment devenu... L'autre jour, j'avais une petite discussion avec Sfia Bouarfa sur Facebook, à propos de Sarkozy, c'était le jour où Sarkozy était en Libye. Et Sarkozy venait d'être mis en examen dans l'affaire L'Oréal. Donc elle écrit, évidemment c'est écrit rapidement comme ça, elle met L'Oréal, Libye, il n'y aura pas d'impunité. Donc moi je ne pense pas, enfin, ce à quoi je pense en Libye, je me dis, ben, elle est contre l'intervention en Libye. Elle n'était pas d'accord avec... Elle était peut-être partisane du régime de Kadhafi, en même temps elle avait sur son mur la photo de Chavez, donc peut-être que ça m'étonnait d'elle, mais voilà. Donc je lui pose la question simplement, est-ce que j'étais pro-Kadhafi? Elle me répond, tu n'as pas le droit de me poser cette question, évidemment j'étais contre Kadhafi, c'est pas parce que je suis arabe que je soutiens systématiquement les régimes arabes, contrairement à certains qui soutiennent systématiquement Israël. Vous voyez, l'un parle de l'Égypte, tout de suite on est sioniste, l'autre parle de la Libye. Quel que soit le sujet, ce caractère obsessionnel, c'est-à-dire, comme le rappelait Joël, toutes les fautes du monde, tous les péchés du monde, tous les problèmes viennent désormais de ce juif des nations. Je crois qu'on a vraiment un souci là. Et il y a maintenant je voudrais me nuancer, je vais raconter encore une histoire de caricature, je laisserai la parole, on va continuer dans le débat. J'ai eu une discussion au moment de l'affaire Ciné, vous vous souvenez de cet incident? Et on m'avait invité, c'est Marianne Schlesny, m'avait invité dans son émission avec Philippe Geluc. Et on a eu une petite prise de bec avec Philippe. Philippe disait, moi j'en ai marre, je fais des dessins sur tout, je me moque de tout, enfin je suis un caricaturiste. Les seuls avec qui j'ai toujours des ennuis, c'est les juifs. Dès que je fais quelque chose, ils me traitent d'antisémite. Et il me sort un dessin en me disant, regarde, ils ont trouvé ça antisémite. Le dessin, c'est les 3 rois mages qui suivent l'étoile, qui va les amener donc à Bethléem, rendre hommage, l'hommage des nations à l'enfant Messie. Et ils calent parce qu'il y a le mur. Donc ils ne peuvent pas passer de l'autre côté, il y a le mur. Le dessin est amusant, il faut bien le regarder. Et je lui dis, ben oui, c'est un dessin antisémite. Elle me dit, mais enfin, comment ça? Je lui dis, ben, si ils veulent passer à Bethléem, et que Bethléem, donc on actualise en fait cette histoire qui est contemporaine, puisqu'il y a le mur, c'est bien ça l'histoire. Donc de l'autre côté, l'enfant Jésus, c'est forcément un Palestinien. Ça veut dire que Jésus est palestinien et que les Juifs, le roi Hérode, va dans quelques moments envoyer ses soldats pour faire le massacre des innocents et tuer les enfants palestiniens. Donc c'est un dessin complètement antisémite. Il est consterné par ce que je lui dis et il est sincère. Ça, je crois que c'est très important. Il est totalement sincère. Et il me dit, mais je n'ai absolument pas pensé à ça. Je sais bien que tu n'as pas pensé. Quand je lui dis c'est antisémite, lui, il entend nazi. Donc, il se voit tout de suite déguisé en SS, au bord d'Auschwitz, en train de massacrer des millions de gens.
évidemment qu'il n'est pas du tout sur cette position, il est évidemment anti-nazi, il est antiraciste, il n'a aucune envie de massacrer qui que ce soit, mais critiquant Israël, inconsciemment, spontanément, il va rechercher dans le bagage culturel de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme des images, des clichés qui habitent notre culture. Voilà, c'est un bruit de fond qui est là. Et dès que quelque chose devient plus précis, hop, ce bruit de fond monte en puissance. Et donc, il y a des gens comme Zéon qui sont évidemment des gens totalement, ils savent très bien ce qu'ils font, etc. Et puis il y a des gens comme Geluck, et comme beaucoup de gens que nous rencontrons tous les jours, qui tiennent des propos où quand on est un petit peu averti, quand on est un peu concerné, tout à coup on a les oreilles qui se mettent à vibrer comme des lasers, mais eux ne se rendent pas compte. Ils sont dans une sorte d'inconscience. Je pense que, en tout cas, moi je ne connais pas le militant qui a fait cette annonce et qui a posé cette caricature. Il a dit qu'il ne savait pas, je pense qu'il est de bonne foi. Voilà. Je pense qu'il est de bonne foi. Ça n'enlève rien au problème. Le problème reste tout aussi important. Mais on n'a pas affaire à des SS. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut trouver la bonne manière d'aborder cette question et de mener ce débat, parce que je crois qu'une partie importante aujourd'hui de l'antisémitisme n'est pas un antisémitisme raciste. Et ces gens-là sont effectivement sur une position où ils reprennent des clichés dans une position antisioniste en ayant l'impression qu'ils ne sont pas antisémites. Ils sont très fâchés, très choqués quand on le leur dit. Évidemment, il y a tous les gens qui sont simplement de mauvaise foi. Mais il y a aussi une partie de la population qui puise simplement dans sa culture. On a une culture antisémite. La culture européenne est antisémite. Vous entrez dans la cathédrale Saint-Michel, tous les vitraux racontent l'histoire d'un pogrom antisémite. Personne ne le sait. On va enterrer Samira Adamou, là, au milieu de l'antisémitisme le plus terrible. On n'en sait rien. C'est juste, ça fait partie du... Voilà. Bien, Michel, merci beaucoup. Et on passe à José Dubié. Bonsoir, merci. Écoutez, je suis un peu embarrassé ce soir parce que je m'étais d'abord posé la question, pourquoi on m'a invité? Si on m'a invité comme étant l'antisioniste de service, c'est plutôt raté, puisque je ne le suis pas. Je ne suis forcément pas antisémite, je ne suis pas non plus antisioniste. Donc je voudrais peut-être commencer par vous dire d'où je parle. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire combien je suis écœuré, scandalisé, choqué, devant tout ce que j'ai vu comme caricatures là qui sont à venir, et surtout parce que j'ai appris, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, sur effectivement ce qui s'est passé ces derniers mois dans notre pays par rapport à des gens qui ont été traités de la manière dont ils ont été traités. Certaines de ces caricatures sont absolument scandaleuses. J'avais l'impression de voir directement extraite du film Le Juif Suste pendant la guerre. C'est vraiment scandaleux. Je reviens à ce que je vous disais, donc d'où est-ce que je parle? Je voudrais vous dire une chose. En 1970, j'étais président du Cercle de libre examen de l'ULB. Et avec un certain nombre de camarades, juifs et non-juifs, on a décidé de créer ce qu'on a appelé à l'époque les comités Israël-Palestine. Nous étions 3 ans après la guerre des 6 jours, de 67, et nous estimions, ces amis, qu'il fallait intervenir pour trouver une solution pour qu'il y ait 2 peuples vivant côte à côte dans 2 États. Parmi eux, il y en a un qui est ici ce soir, Michel Grindorge, mon ami de toujours. Nous étions des juifs, des non-juifs, il y avait Mouniel Caïm, il y avait le regressé Joseph Lefkovitch, il y avait Foulé Kriegelein, il y avait Michel Karael, etc. Et donc, cela prouve bien, puisque nous militions pour cela, pour 2 États côte à côte, que j'accepte l'existence de l'État d'Israël et que je comprends, et non seulement je comprends, mais je soutiens ce désir qui a été celui du peuple juif à la fin du XIXe siècle, parce qu'il s'est trouvé confronté une fois de plus, une nouvelle fois dans son histoire déjà tragique, à une nouvelle montée d'antisémitisme, à la fois en Russie, sous les tsars, mais aussi en France avec l'affaire Dreyfus, dont vous savez qu'elle a amené Theodor Herzl à écrire son fameux livre L'État des Juifs. Mais je pense que, comme je viens de le dire, il est évident que
le sionisme au départ n'a pas été quelque chose qui a fait un raz-de-marée. On l'a rappelé, il y a eu beaucoup d'opposition, notamment des religieux, les orthodoxes étaient contre. Le Bund, effectivement, estimait aussi qu'il fallait que les Juifs se battent là où ils étaient pour avoir de meilleures conditions, être connus pour ce qu'ils sont. Mais Herzl a dit quelque chose, je voudrais simplement vous le lire. J'ai relu ça hier, et je trouve que c'est intéressant de rappeler une phrase qu'il a écrite dans son livre « L'état des Juifs ». Il a dit ceci: « Nous sommes un peuple, et c'est l'ennemi qui nous y contraint malgré nous, ainsi que cela a toujours été le cas dans l'histoire. C'est dans notre détresse que nous nous assemblons et que soudain nous découvrons notre force de créer un État. Je comprends ce sentiment et je le soutiens. Mais cela étant, on a posé la question, peut-on parler sereinement du sionisme? On a expliqué toutes les difficultés qu'il y a pour ceux qui défendent le sionisme d'en parler. Je voudrais dire qu'il n'est pas plus facile de critiquer, non pas, comme je l'ai dit, l'idée, l'idéologie, l'utopie sioniste, mais les conséquences qu'elles peuvent avoir lorsqu'elle a réussi. Car, effectivement, le sionisme est un des cas rares cas dans l'histoire où une utopie a réussi, puisque l'État national juif a été créé, il existe aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Donc on peut être d'accord avec l'idéologie, mais quand même se poser des questions sur les conséquences de ce que cette idéologie a eu. On a cité tout à l'heure, c'est Joël qui en a parlé, la déclaration Balfour. Je crois que c'est effectivement un moment très important dans l'histoire du sionisme, puisque c'est là la première fois qu'une grande puissance, en tout cas, se déclarait favorable. Je voudrais quand même vous lire cette déclaration parce que c'est important. Voilà. Est-ce que je retrouve? Je l'ai dit, une seconde. C'est incroyable, ça. C'est dommage, je ne la retrouve pas. Enfin bref. Donc, la déclaration de Balfour explique que le gouvernement britannique, le gouvernement de Sa Majesté, envisage favorablement la création d'un foyer national juif sur la terre de Palestine. Mais ce que la déclaration ajoute aussi, que ça ne peut pas se faire aux dépens des populations locales, au détriment des populations locales vivant sur place. C'est précisément écrit aussi dans la déclaration Balfour. On ne cite jamais cet extrait-là. C'est pour ça que je suis un peu triste de ne pas l'avoir retrouvé pour vous le citer précisément. Et c'est là, effectivement, que pour moi se pose le problème. Quelles ont été les conséquences pour les populations locales, car l'idéologie sioniste est basée un peu sur l'idée aussi qu'il s'agissait de donner une terre sans peuple à un peuple sans terre. Malheureusement, on sait aujourd'hui, et même à l'époque on le savait déjà, en tout cas ceux qui sont allés sur place le savaient, la Palestine n'était pas une terre sans peuple. Et donc, il est incontestable que l'établissement d'un foyer national juif en Palestine a eu des conséquences pour les populations locales. Et donc, ce que nous, en tout cas, les amis avec lesquels nous avons créé ces comités, voulions, c'est qu'on tienne aussi compte de cette situation et que le sionisme, s'il avait le droit de s'établir en Palestine, un foyer national juif, ça ne pouvait pas se faire aux dépens des populations locales. Or, que voyons-nous aujourd'hui? C'est ici que ça devient un peu difficile, parfois, de critiquer, non pas Israël, mais les gouvernements israéliens. Il faut bien, je crois, être honnête, et tout observateur impartial doit reconnaître, en particulier aujourd'hui avec le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place, et notamment ces numéro 2 et numéro 3, qui sont là, le ministre de la Défense, et le ministre qui est en fait l'ancien porte-parole du Yishuv, c'est-à-dire du lobby des colons, on est devant un gouvernement qui ne veut pas la paix. On est devant un gouvernement qui ne veut pas la paix, pendant que nous sommes en train de parler ici, on continue tous les jours à créer des colonies et des colonies. Donc pour moi, le drame, c'est qu'effectivement, lorsqu'on critique ce genre de choses,
dans certains milieux, on est aussi taxé d'antisémite. Donc il faut être conscient d'une chose. D'une part, il y a le fait, on l'a rappelé avec justesse, qu'on ne peut pas défendre le sionisme, mais il y a aussi le côté, lorsqu'on critique le sionisme sur certains de ses aspects, je ne dis donc pas sur l'idéologie, mais sur les conséquences qu'elles ont eues et qu'elles ont toujours pour les populations qui vivaient sur place, on est souvent malheureusement aussi accusé d'être un antisémite, ce que je me défends évidemment d'être. Ce que je voudrais aussi souligner, et je sais où je parle et à qui je parle, et je comprends l'attachement, la plupart de ces gens ici, à l'État d'Israël, non seulement je le comprends, mais je sais pourquoi il existe, et il est profond. Je regrette souvent, malgré tout, que la critique ne soit pas suffisamment argumentée par rapport à ce qui se passe sur place. Et quelles sont les conséquences de ça? Lorsque Ben Gourion a fait sa déclaration d'indépendance, il a dit, j'espère que cette fois-ci je vais trouver le texte, mais apparemment il y a pas beaucoup d'ordre dans mes affaires. Voilà. Dans sa proclamation, le 14 mai 1948, Ben Gourion déclarait « Nous faisons appel aux Nations Unies afin qu'elles aident le peuple juif à édifier son État et qu'elles admettent Israël dans la famille des nations. » C'était il y a 65 ans. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Israël est de plus en plus isolé. Il y a eu, il n'y a pas tellement longtemps, ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies concernant l'acceptation de la Palestine comme État observateur. Israël a fait tout ce qu'il a pu pour s'opposer à cela. Avec lui, il n'y a que 8 pays qui ont voté contre. Tous les autres ont voté pour cette acceptation ou se sont abstenus, la très grande majorité ayant voté pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël aujourd'hui est de plus en plus isolé. Et donc, moi je m'adresse à vous qui êtes proches et qui en tout cas soutenez Israël. Il faut quand même comprendre pourquoi cet isolement existe. Et cet isolement existe parce que justement, il y a de plus en plus dans l'opinion publique le sentiment qu'Israël ne veut pas la paix. Et donc, quand on pose la question, pourquoi la gauche est de moins en moins favorable au sionisme? Je pense qu'il faut voir ça d'une manière historique. Il est clair qu'au début, cette entreprise qui visait avec des laïcs surtout à s'établir là-bas, des colons à l'époque aussi, mais déjà des gens qui avaient un idéal de solidarité, qui ont créé ces moshavs, ces kibbutz, etc., étaient vus avec beaucoup de solidarité par toute la gauche. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette idéologie fondatrice d'Israël? Vous avez, comme moi, souvent été en Israël, moi aussi j'y ai été souvent, malheureusement il n'en reste plus grand-chose. Et donc l'évolution aussi, par rapport à cela, et ce qu'est devenu Israël aujourd'hui, qui est une société très inégalitaire, et de plus en plus inégalitaire, fait que la gauche, qui était favorable à l'entreprise sioniste parce qu'elle était progressiste, qu'elle était solidaire, le sont aujourd'hui de moins en moins. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense qu'il faut être très conscient que ça ne signifie pas qu'on est antisémite quand on critique, pas Israël, mais le gouvernement d'Israël. Et je suis quelqu'un qui suis profondément, mais profondément, partisan du droit et du droit international. Je crois que si j'ai pas de Bible, j'ai pas de Coran, j'ai pas d'évangile, par contre je suis très attaché à 2 textes que je trouve remarquables. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte des Nations Unies de 1945. Si on appliquait ce que ces 2 livres remarquables, écrits dans des conditions à une époque très particulière, on sortait de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait fait des dizaines de millions de morts, c'était la fin de la Shoah. On a accepté cette Charte des Nations Unies qu'on n'aurait plus jamais acceptée depuis. Quand vous voyez comment elle est écrite. La Déclaration universelle des droits de l'homme aussi dans un contexte particulier, extrêmement intéressant, et qui est quelque part aussi d'inspiration judéo-chrétienne. Donc je pense que si on appliquait ces textes internationaux, on pourrait arriver à des solutions qui mettraient en avant la paix. Or malheureusement, qu'est-ce qu'il faut constater? Et ce sont les faits. Israël refuse systématiquement, depuis qu'il est créé, d'appliquer les résolutions des Nations Unies, qu'elles soient du Conseil de sécurité ou qu'elles soient de l'Assemblée générale des Nations Unies ou
du tribunal international de La Haye, elle refuse d'appliquer ces résolutions. Et ces résolutions, c'est exactement notamment celle pour laquelle nous sommes mobilisés, la résolution 242, qui vise à avoir l'échange de la paix contre les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, quand je dis que je suis opposé au gouvernement d'Israël aujourd'hui pour ce qu'il fait, et surtout pour ce qu'il ne fait pas, ça ne veut pas dire pour autant, et nous sommes beaucoup et très nombreux pour cela, à être antisémites. Je suis totalement opposé à tout ce que j'ai vu, et si les Juifs, où qu'ils soient dans le monde, se retrouvaient de nouveau confrontés à une montée d'antisémitisme, ce qui malheureusement est le cas aujourd'hui, je serai évidemment à leur côté. Un dernier point. On a dit, à raison, qu'on voit une montée d'antisémitisme dans certains milieux, en particulier dans la jeunesse d'origine maghrébine. C'est vrai qu'il y a un problème d'ignorance, c'est incontestable. Mais il y a aussi malheureusement un problème d'identification de beaucoup de ces jeunes, avec les jeunes qui se trouvent là-bas en Palestine, etc., et qui s'opposent à l'occupation de leur pays. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est incontestable que ça existe. Et comme je voudrais quand même, vous êtes certainement beaucoup ici qui avez, comme moi, vu ce remarquable document qui est passé récemment sur toutes les chaînes de télévision, qui montre ces responsables, ces hauts responsables du Shin Bet, qui sont quand même des gens qui savent de quoi ils parlent, qui se sont battus contre le terrorisme, ce sont des spécialistes de l'antiterrorisme, et dont le message à tous est le même. Nous nous sommes plantés, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, s'il faut continuer à faire, c'est s'attaquer aux causes qui nourrissent le terrorisme. Et c'est vraiment ce que je vous amène à quoi je vous amène à réfléchir, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et être un ami d'Israël, ce n'est pas d'accepter et de soutenir inconditionnellement tout ce que fait son gouvernement ou tout ce que font ces différents gouvernements, c'est d'être assez critique pour faire en sorte que Israël n'ait pas un traitement différent des autres et soit aussi amené à appliquer comme les autres le droit international. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Guy Archer. J'ai écrit il y a quelques mois, ou peut-être un an, un article dans la Libre Belgique dont le titre était « Peut-on parler sereinement d'Israël ?» Et ce que j'avais dit dans cet article, c'était qu'il était extrêmement difficile de parler sereinement d'Israël, et vous allez le voir bien entendu que cela vaut a fortiori pour le sionisme et pour l'antisionisme. J'ai dit qu'il était très difficile de parler sereinement d'Israël, parce que certains, à juste titre, en fonction de l'histoire, et de l'histoire des Juifs et de la Shoah, ont une tendance à ne pas vouloir critiquer les gouvernements israéliens, même quand ces gouvernements israéliens méritent la critique, et que par ailleurs, ceux qui critiquent Israël, parce qu'ils ont un certain nombre de reproches à faire aux politiques successives des gouvernements israéliens, le font souvent avec une telle exagération, une telle mauvaise foi, une telle outrance, une telle obsession qu'on n'a pas envie de les suivre. Et dans cette mesure-là, effectivement, le débat concernant les politiques israéliennes ne peut pas être un débat normal, qui serait un débat qui consisterait à dire oui, nous sommes d'accord sur ceci, pas sur cela, nous voulons telle forme de sionisme parce qu'il y en a beaucoup, nous voulons telle forme de paix avec les Palestiniens, etc., etc. Le débat est tellement clivé que, effectivement, il est extrêmement difficile de parler sereinement d'Israël. Alors, quand nous parlons du sionisme et de l'antisionisme, je pense que c'est la même chose, mais que les mots sionistes et antisionistes ont pris aujourd'hui une signification qui nous porte à réfléchir. Joël l'a dit tout à l'heure, avant la Shoah, du temps, soit de la création du sionisme à la fin du XIXe siècle, les pogroms, l'affaire Dreyfus, etc., ou du temps du Yishuv, donc du temps du mandat britannique, il pouvait paraître normal qu'il y ait des juifs antisionistes, parce qu'il y avait différentes solutions proposées aux discriminations, persécutions, pogroms dont étaient victimes les Juifs. Et Joël l'a rappelé, il y avait un antisionisme religieux qui existe toujours, sans doute moins nombreux chez les ultra-orthodoxes, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont devenus sionistes à leur manière, bien entendu,
Il y avait un antisionisme du Bund qui, malheureusement, dans les conditions qu'a décrites Joël, a disparu. L'idée d'une autonomie culturelle en restant en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Lituanie, etc. Il y avait aussi un antisionisme assimilationniste, qui était l'idée suivant laquelle les Juifs, malgré l'affaire Dreyfus, etc., devaient s'assimiler, etc., etc. Ça paraissait normal. C'était un débat, au fond, sur la solution aux problèmes extrêmement difficiles et dramatiques auxquels étaient confrontés les Juifs en Europe occidentale, en Europe orientale. Et après la Shoah et après la création de l'État d'Israël, bon, mais il y a un peuple. Ce peuple existe. Les Israéliens, comme les Palestiniens qui sont nés dans les années 1980-1990, vous n'allez pas leur faire payer tout ce qui s'est passé auparavant et discuter indéfiniment, c'est intéressant du point de vue historique, sur les responsabilités mutuelles et comment les choses se sont faites et comment on est arrivé à la situation actuelle. Enfin, chacun a son idée là-dessus. Nous avons évidemment un peuple, le peuple israélien, et par ailleurs, nous avons le peuple palestinien. Alors, être antisioniste aujourd'hui, oui, il existe encore un certain nombre d'ultra-orthodoxes qui vivent en Israël et qui sont antisionistes et qui considèrent que, bien sûr, sans doute il doit y avoir un État d'Israël dans le futur, mais que cet État d'Israël doit être établi par le Messie, par Dieu, et pas par des hommes, et surtout pas par ces mécréants qui ont été, José l'a rappelé, mécréants socialistes qui ont été à l'origine de la création du Yishuv et puis d'Israël. Alors, ce qui est, à mon avis, très difficile à accepter aujourd'hui, c'est que ceux qui critiquent la politique d'Israël, des gouvernements israéliens, et qui par ailleurs disent, vous savez, on n'est pas antisémite, on ne veut pas jeter les Juifs à la mer, comme le voulait encore le prédécesseur d'Arafat, Choukaïri, hein, même Nasser avant 1967, enfin, il le disait quand même, hein, bon, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. On ne veut plus faire ça, au contraire. On est d'accord avec l'idée qu'Israël a le droit d'exister, mais bien entendu, les frontières de 67, enfin tout ce qu'on veut, les compromis qu'on peut faire. La difficulté, c'est que si on dit cela, on ne peut pas en même temps être antisioniste. Parce que le sionisme, c'est très multiple. Hein, vous avez un sionisme religieux, vous avez un sionisme de l'Eretz Israël, et il y a des termes bibliques qui permettent d'aller du Nil à l'Euphrate. Vous avez eu pendant longtemps des sionistes de droite et expansionnistes qui considéraient que même la Jordanie, la Transjordanie, faisait partie du Grand Israël. Vous avez un judaïsme, un sionisme laïque de droite, vous avez Jabotinsky d'extrême droite, Stern, vous en avez beaucoup. Vous avez aussi des post-sionistes aujourd'hui en Israël qui disent nous sommes des Israéliens, nous sommes des Hébreux au sens où nous ne voulons pas qu'il y ait une prévalence du judaïsme au sein de l'État, etc. Vous avez différents courants dans le sionisme. Mais ces courants signifient ce qu'ils ont de commun, ça signifie tout simplement que le peuple juif a le droit à l'existence, que quand on critique la politique américaine, on peut dire de temps en temps on n'aime pas le gouvernement américain ou même on n'aime pas les Américains, US go home, on ne met pas en question le droit des Américains à avoir leur propre État. Alors une fois pour toutes, à partir du moment où on discute avec quelqu'un, je voudrais pousser les choses de façon radicale, je sais très bien que ça ne se passera jamais comme ça, mais je dirais que je serais prêt à discuter avec quelqu'un qui défend le droit aux Palestiniens d'avoir leur propre État, et je serai totalement d'accord avec lui, vous savez très bien que je suis très critique vis-à-vis de la politique des différents gouvernements israéliens. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas critique vis-à-vis des occasions manquées par les Arabes, les Palestiniens, etc., etc. Et je lui dirais, je reconnais le droit à l'existence des Palestiniens, donc ne vous dites pas antisioniste. Ne vous dites pas antisioniste pour deux raisons. La première, c'est que, après la création d'Israël, se dire antisioniste, c'est d'une certaine façon délégitimer Israël lui-même, et que même si vous pouvez trouver un certain nombre de justifications à ça, ça ne sert à rien. Dites, vous êtes critique du gouvernement israélien. Dites, comme Josie l'a dit d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec le mur, je ne suis pas d'accord avec le non-respect des résolutions de l'ONU, je ne suis pas d'accord avec la colonisation, je ne suis pas d'accord avec ceci, cela, etc., etc. Et là, on est dans un débat politique normal, serein, on peut le faire. Et évidemment, il faut le faire, et on ne va pas traiter d'antisémites tous ceux qui critiquent fermement la politique du gouvernement israélien. D'ailleurs, si vous lisez les journaux israéliens, Haaretz, etc., bon, vous voyez qu'ils sont souvent très durs vis-à-vis de ce type de politique. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'aujourd'hui,
l'antisionisme. Pendant longtemps, on s'est dit, oui, on peut être antisioniste, mais pas antisémite. Il y a des gens, bien sûr, qui sont antisémites, et bon, l'antisionisme, c'est une façon politiquement correcte de parler de l'antisémitisme, d'être antisémite. Parce qu'être antisémite, c'est être raciste. Être antisioniste, on disait, c'est contester une politique. J'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas le cas. Critiquer le gouvernement israélien ne dit pas que vous êtes contre le sionisme, toute forme de sionisme, parce qu'il y a des formes de sionisme qui sont très ouvertes. Il y a un sionisme dur, il y a un sionisme expansionniste, il y a un sionisme religieux, il y a un sionisme ethnocentrique, il y a un sionisme ouvert, etc., etc. Et donc, c'est la base, le noyau du droit à l'existence de l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, l'antisionisme est une notion, un mot tellement dégradé que tout interlocuteur honnête, d'abord, devrait dire que s'il veut discuter de la paix entre deux peuples, il doit abandonner l'étiquette antisioniste. Antisioniste est insupportable. Moi je sais, j'ai défendu souvent des positions qui étaient des positions très critiques vis-à-vis du gouvernement israélien. D'ailleurs je suis proche du CCLJ qui le fait, hein, donc c'est pas très original si vous voulez. Eh bien à l'université, quoi que je fasse, je suis considéré, soit par la nébuleuse pro-palestinienne et un étudiant en particulier qui m'a traité de suceur de bite sioniste, avec l'accord du fameux Chicha. Ça veut dire, je ne dis pas que ça, vous savez, j'en ai entendu beaucoup, nous en avons tous entendu beaucoup, et Joël a subi physiquement plus que ce que j'ai subi, mais enfin quand même ça pose un certain nombre de questions. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un se dit sioniste et par ailleurs même défend des positions qui sont des positions très ouvertes, on dit oui, c'est un suceur de bite sioniste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'écrase, c'est pas de la pensée, c'est pas une libre opinion, c'est quelque part son intérêt ou de la peur ou de la flatterie ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui d'ailleurs, Chicha, qui a fait une interview dans le Soir, me traite non plus de suceur de bite sioniste parce qu'à mon avis, un de ses avocats a dû lui dire que c'était dangereux. On ne pouvait pas jurer comme si j'allais me plaindre, vous pensez bien, lui donner cette chance d'aller me plaindre. Le recteur m'avait demandé qu'est-ce que tu vas faire. Je dis ben, je m'en fous, moi je ne vais rien dire. Mais maintenant, il me traite d'obligé du réseau sioniste de l'ULB. Obligé du réseau sioniste de l'ULB, ça veut aussi dire quelque chose. Hein, ça veut dire quelqu'un, il doit être payé quelque part, etc. Bon, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas indépendant, les positions qu'il prend ne sont pas indépendantes. Et de ce point de vue-là, je pense véritablement que qualifier les gens de sionistes, c'est véritablement de l'ordre de l'insulte, et la plupart du temps, ça veut dire juif. Ça veut dire juif. Je me souviens, bon je vais prendre à l'extrême, mais Dieudonné a fait une interview avec Dieudonné, le fameux humoriste, il est souvent à la télévision iranienne. Et donc il est interviewé, c'est sur YouTube, par un journaliste, ou une journaliste, je ne me rappelle plus, qui lui pose les questions, les réponses sont déjà dans la question. Est-ce que c'est difficile pour vous quand même de vivre en France avec la domination du réseau sioniste? Et Dieudonné répond, oui c'est très difficile et je me suis fait souvent agresser, mais vous savez, je suis courageux, je sais me défendre. Les juifs eux-mêmes ne sont pas courageux, ils sont lâches. Et, dit-il, ce qui est terrible, c'est que les sionistes maîtrisent l'éducation en France, l'enseignement. Et alors, l'intervieweuse lui dit, ah oui, pourquoi, etc. Parce que, vous savez, les livres que l'on donne aux enfants, ce sont les éditions Nathan. Quand il dit ça, moi je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude de Nathan, je ne sais pas s'ils sont peut-être convertis, après j'en sais strictement rien, mais quand il dit Nathan, justement, moi je ne fais pas ce genre de recherche, sauf si j'ai un intérêt historique à le faire, ça veut dire juif. Et quand il dit sioniste, ça veut dire juif. Et quand il dit les sionistes sont pourris jusqu'à la moelle, il fait une comparaison des religions en disant l'islam, bien sûr, c'est une grande religion. Les chrétiens devraient reconnaître qu'au fond, l'islam, ils pourraient se convertir à l'islam parce que l'islam, c'est très proche du christianisme qui est une grande religion. Mais les sionistes, donc ils passent d'une religion à une idéologie politique nationaliste dont je viens de vous parler, là il y a quelque chose d'intrinsèquement pourri, dit-il, etc. Alors, vous allez me dire c'est Dieudonné, mais je crois que ce qu'on entend de plus en plus, même de la part de députés, même de la part de gens qui sont des gens, et je ne parle pas du tout de Josie, hein, Josie a dit ce qu'il fallait dire, mais je veux dire, il y a des choses qui sont véritablement extrêmement préoccupantes, et je pense que la première des choses pour essayer d'introduire un peu de clarté, c'est de dire on ne peut pas être anti-sioniste. Si moi je suis pour un État palestinien, je considère que les Palestiniens ont droit à leur État, je suis aussi sioniste parce que je considère que les Juifs ont droit à l'État d'Israël. Alors on va dire oui, mais c'est pas parce c'est aussi une critique qui est faite et qui dépend d'ailleurs de certaines orientations sionistes. On va dire
Oui, mais enfin bon, c'est l'État des Juifs, donc c'est pas un État indépendant, laïque, neutre, etc., etc. Mais je vous dirais, tant que les Juifs sont potentiellement menacés, et franchement, ça va mettre du temps pour qu'ils ne le soient plus là-bas au Proche-Orient, dans le monde arabo-musulman, ça va mettre du temps, dans un monde dans lequel malheureusement circulent les vieux textes antisémites du 19e siècle et les textes négationnistes. Chaque fois que je vais faire des conférences au Maroc, on me sort Garaudy, grande victime de la liberté d'expression et des choses comme ça. Ça va être difficile. Donc tant qu'il y a une menace, et la menace est énorme, et Joël a rappelé aussi tout à l'heure que les Juifs qui ont dû quitter les pays arabes ont eu un refuge en Israël après 48-49, tant qu'il y a une menace, il faut un État. Maintenant, il n'y aurait plus de menace. On vivrait comme en Europe. Moi, je n'ai pas besoin d'un État. En fait, je n'ai pas besoin d'un État belge, je serais bien européen. Du moment que j'ai la possibilité, et mes amis et ceux que j'aime, de vivre en fonction de ce que nous voulons vivre, l'État est évidemment une dimension de protection. Donc si un jour, utopiquement, vous disiez nous aurons un État dans lequel les Juifs seront sans doute majoritaires, mais en même temps, ce ne sera plus un État juif, ce sera un État qui défendra simplement les droits de l'homme dans un contexte pacifié, je veux bien l'accepter. Mais ce contexte n'existe pas, et à mon avis, dans le futur prévisible, n'existera pas. Donc il faut un État juif, et il faut, nous l'avons dit à J. Cole d'ailleurs, il faut un État juif qui soit un sionisme, qui soit compatible avec la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire dans lequel les Palestiniens ne soient sûrement pas majoritaires, et sûrement pas au détriment d'un autre peuple dans une oppression ou éventuellement dans un apartheid. Donc quand je dis ces choses-là, vous savez qu'il y a eu un site, je termine là-dessus, il y a eu un site sur Internet qui a dit « Oui, on a traité Archer de suceur de bite sioniste. » Mais Archer, c'est un antisioniste bien connu. Je ne sais pas, ça doit être un juif de droite, radical, qui a dû dire ça, etc. Et donc, effectivement, il y a des moments où ça paraît un petit peu décourageant. Et je crois que si nous pouvions un peu clarifier le langage, mais voir les véritables dangers, nous ne tolérerions plus que les gens, aujourd'hui, qui se prétendent de bonne foi et qui disent qu'ils veulent respecter l'existence d'Israël, quoi qu'ils pensent sur la politique du gouvernement israélien, nous ne tolérerons plus qu'ils se disent antisionistes, parce que le mot est devenu complètement piégé, et s'ils ne le reconnaissent pas, c'est qu'il y a derrière de la mauvaise foi. Messieurs les orateurs, je vais vous donner la parole très brièvement, parce que je sais, je sens que certains d'entre vous ont envie de donner des réponses et des répliques, mais j'aimerais que vous répondiez à la question que je vous pose maintenant. Ce que vous venez de faire, c'est de décrire tous, sous des formes diverses, le phénomène, l'antisémitisme étant, ou l'antisionisme proche de l'antisémitisme, la croissance du phénomène. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, maintenant, de manière relative, proche, récente, peut-être 5, maximum 10 années, ce phénomène s'accroît. Qu'est-ce qui fait que les manifestations, les déclarations antisémites, ouvertes et antisionistes, sont plus fortes, plus fréquentes, maintenant qu'avant? Pourquoi? Joël? Oui, je vais aller vite, et un peu polémique quand même, à mon ami Josy Dubié quand même, parce que il n'y a plus d'antisémites et il n'y a plus d'antisionistes. On est tous sionistes, etc. Je veux bien idéologiquement, mais la question c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, dans ce que tu as expliqué, tu as dit, oui, idéologiquement, le sionisme justifie, etc. Mais n'oublions pas que ce que je reproche, et c'est ça le problème de l'antisionisme aujourd'hui, c'est le style western. C'est-à-dire cette idée selon laquelle s'il n'y a pas de paix au Moyen-Orient, c'est uniquement de la faute de cet État qui est le seul État qui ne respecte pas le droit international. Comme si c'était une vérité qui n'en est pas une. Parce qu'en 1947, je veux dire, on est tous pour la critique de l'État d'Israël, en tout cas la plupart d'ici. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous dire « mais arrêtez, mais vous êtes inconditionnel de l'État d'Israël ». Nous ne le sommes pas. Nous n'aimons pas ce gouvernement, nous n'aimons pas Lieberman, nous n'aimons pas Netanyahou, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nos amis sionistes, est-ce qu'ils lisent Regard? Est-ce qu'ils lisent Haaretz? Est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'on peut être sioniste sans soutenir ce gouvernement que nous n'aimons pas? Et pour des raisons, effectivement, il y a des risques de dérive, il y a des risques d'apartheid. On le sent, on en a peur. Donc il faut arrêter de nous raconter des choses comme ça en disant que finalement il n'y a qu'un seul responsable, c'est les méchants qui ne respectent pas le droit international. En 1947, Ben Gurion, son génie, est d'accepter un petit État.
Ils l'acceptent. Ce sont les États arabes qui n'acceptent pas et qui envahissent l'État d'Israël. Mais il faut le dire. La résolution 242, mais Israël ne le respecte pas. Le Sinaï, mais qui l'a évacué? Gaza, qui l'a évacué? Je veux dire, ce sont quand même les Israéliens, donc on ne peut pas toujours ressortir cette antienne selon laquelle s'il n'y a pas de paix possible, c'est de la faute du seul gouvernement d'Israël. Je veux dire, il faut bien se rendre compte aussi, le Hamas. La charte du Hamas. Que figure dans cette charte du Hamas? Un texte issu des protocoles des sages de Sion. Ce que je reproche, c'est le style western d'écolo. C'est-à-dire, mais on sait pourquoi, et là je réponds à la question d'Henri, pourquoi finalement l'antisémitisme augmente, ou l'antisionisme, ou que sais-je d'autre encore, ou la critique soi-disant amie de l'État d'Israël. On vous aime, mais de grâce, disparaissez. De grâce, disparaissez. Parce que vous refusez le droit international, pas la Turquie, bien évidemment. Pas le Maroc avec les Pharaons espagnols. Et donc le fait qu'il y a cette fixation-là, totalement obsessionnelle, et là Michel a totalement raison, parce qu'il y a aujourd'hui une demande sociale qui fait que il est rentable aujourd'hui, effectivement, d'être antisioniste, même si on n'est pas antisémite, c'est ça le problème. On peut être aujourd'hui antisémite sans être antisémite. Je dirais l'antisémitisme sans antisémite. Parce que si, effectivement, on organise une conférence sur peut-on critiquer l'État d'Israël avec un dessin qui est ouvertement antisémite, on sait peut-être que dans des communes-là, on risque aux prochaines élections mais d'avoir plus de voix que si, effectivement, à la place de Moureau, de Goldstein, on invitait quelqu'un du CCJ pour peut-être défendre l'idéologie sioniste. Et c'est ça le problème, c'est que le fait aussi, on est pour un État palestinien, mais soutenons l'OLP, c'est ce que je dis d'ailleurs aux Israéliens, soutenons l'OLP, arrêtez de soutenir toujours le Hamas. Je dis, cette obsession à soutenir le Hamas, qui est un mouvement islamo-fasciste, absolument extraordinaire, et tout le monde était à la manifestation derrière le Hamas. Quand est-ce qu'il y aura de l'autre côté des gens qui critiqueront l'État d'Israël, qui critiqueront l'État palestinien, l'État du Hamas, comme nous critiquons l'État d'Israël? C'est ça qui est absolument étonnant, encore une fois. C'est-à-dire que les gens qu'on soutient, ce sont les maximalistes. Soutenons Mahmoud Abbas, soutenez ces gens qui sont, on peut le dire, modérés. Et le problème, c'est que en Belgique, on est plus maximaliste que les Palestiniens eux-mêmes. On est pour le boycott, on est pour toutes ces choses-là, qui font que les gens comme nous, qui sont des gens raisonnés et raisonnables, et qui sont pour la création de l'État palestinien, nous braquons effectivement dans une sorte de défense obsidianiale derrière l'État d'Israël, parce qu'on sait que finalement, s'il n'y a pas nous, si nous ne sommes pas là pour dénoncer certaines dérives, il n'y aura plus rien, parce que nous sommes devenus, malgré nous, en quelque sorte, les premiers défenseurs, et je dirais cette muraille contre laquelle il faut protéger effectivement l'État d'Israël, non pas d'une critique normale et raisonnée, mais de quelque chose d'absolument insupportable. Et cet électoralisme est quelque chose qui est en train, malheureusement, de nous détruire. Moi, je pense qu'effectivement, le danger devant lequel on se trouve, c'est une sorte de radicalisation d'incident en incident, en fait. Parce qu'il ne se passe jamais rien de grave, en fait. Mais d'incident en incident et de discussion en discussion, on est en train de voir une sorte de clivage. D'un côté, il y a la gauche antiraciste, mais qui est pro-palestinienne, qui a effectivement un public populaire, donc forcément immigré, donc forcément musulman, et qui a donc aussi cette propension que Josie raconte avec vraiment beaucoup de générosité, qui est très juste. Toujours pour les droits de l'homme, toujours pour les opprimés contre les oppresseurs, toujours pour le faible contre le fort, pour le pauvre contre le riche, même si le pauvre a tort, c'est quand même du côté du pauvre qu'on sera, c'est une tendance que nous avons. Et donc, forcément, depuis la première intifada, quelque chose a basculé. Quand Josie raconte qu'en 67, avec quelques amis, il a créé ce groupe, ou en 70, je me souviens qu'effectivement, en 67, j'étais à la fin du lycée, au début de l'université, tous les partis manifestaient pour Israël. Tous. Il y a eu une énorme manifestation au centre-ville, libéraux, socialistes, socio-chrétiens, tout le monde était du côté d'Israël. Mais la première intifada a fait basculer cette idée. C'est-à-dire, tout à coup, on a eu une révolte populaire contre l'occupation, et la gauche a commencé à se dire qu'effectivement, il fallait soutenir aussi, et cet équilibre, nous le partageons tous ici à cette table apparemment, aussi la création d'un État palestinien. Et il y a une radicalisation, bien entendu, islamiste,
Et le problème de l'extrémisme, c'est un peu comme le bruit de fond dont je parlais tout à l'heure, c'est que... Comment vais-je m'expliquer? Je vais vous donner un exemple aussi tiré de ma jeunesse. Quand j'étais... Comme la génération 68, à un moment donné, il y a eu les années de plomb de la génération 68, de l'extrême gauche 68, les CCC, les Brigades Rouges, la bande Abadère, etc. Ces gens pratiquaient le terrorisme, attaquaient des gens, jambisaient des syndicalistes, enlevaient des patrons, etc. Nous qui étions très à gauche, on n'était pas d'accord avec ça. On n'avait pas envie de le faire. Mais on avait une communauté idéologique avec eux. Donc dans les débats, on n'était jamais vraiment contre eux. D'un côté, on disait, on veut pas ça. Et de l'autre, par exemple, si j'avais été interrogé par la police, jamais j'aurais donné la moindre information leur permettant de retrouver ces terroristes. C'était quand même les gens de mon camp. Les extrémistes, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur le fait qu'ils ont des valeurs communes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Vlaams-Belang, mais ils ont une valeur commune qui est le nationalisme flamand. Il y a dans la population aujourd'hui, je pense, dans la population musulmane, il y a un antisémitisme latent, il y a un sentiment pro-palestinien, à gauche il y a un sentiment pro-palestinien, et donc, effectivement, on entend des raisonnements du type de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt le Hamas que Abbas. Pourquoi? Parce que l'idée c'est, on ne défend pas le dialogue entre les deux. On défend les occupés contre les occupants. On défend les opprimés contre les oppresseurs. Tous les opprimés contre tous les oppresseurs. Donc il n'y a pas de bons Israéliens. Il n'y a pas de mauvais Palestiniens. Une fois qu'on admet ça, que la violence utilisée par les Palestiniens est toujours une violence légitime contre une violence illégitime qui est celle de l'occupant, alors à ce moment-là, celui qui l'utilise le mieux, le plus à fond, etc., c'est le bon. Et l'autre, c'est un mou, c'est une couille molle, c'est un suceur de bits sionistes qui se vend, qui s'aplatit devant l'occupant au lieu de lui résister. Et donc du coup, effectivement, on a cette situation invraisemblable d'entendre à l'intérieur d'un mouvement socialiste de gens qui défendent les droits de l'homme, qui sont évidemment pas antisémites, c'est pas un parti antisémite, s'il vous plaît, qui manifestent avec le Hamas parce que c'est les bons résistants, et quand on leur dit mais c'est pas possible, jamais vous ne manifesteriez à côté d'un type du Vlaams-Belang, vous sortiriez instantanément de cette manifestation, et le Hamas est 1000 fois pire que le Vlaams-Belang. Alors ils vous disent, écoutez, moi évidemment je déteste le Hamas, ça n'a rien à voir avec moi, c'est des gens que mais ce sont des résistants palestiniens, et c'est pas à moi d'aller faire un choix entre ce que les Palestiniens décident, c'est leur résistance, et je la soutiens en entier. Donc, tous ces débats-là, qui sont des débats honnêtes, je pense, c'est pas seulement des méchants, c'est vraiment un débat qu'on doit avoir. Donc je disais, moi j'ai l'impression pour l'instant ce qu'on discute là, c'est du côté de l'antisémitisme, l'antisionisme. La même chose existe dans l'autre camp sur la question de la xénophobie, du racisme anti-arabe. C'est exactement le même mouvement. Ah non, on n'est pas du tout raciste, non. On est seulement contre l'islam, à condition bien entendu de faire les mêmes amalgames, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons musulmans et des mauvais musulmans, comme il n'y a pas de l'autre côté des bons juifs, des bons israéliens qui défendent une bonne politique et d'autres qui défendent une mauvaise. On ne veut plus faire de distinction entre islamisme et islam, l'islam est mauvais. Et bien entendu, on n'est pas raciste puisqu'on combat l'islam. Alors on voit maintenant les juifs partir en masse, évidemment, par crainte de l'antisémitisme, de la montée de l'antisémitisme de ce côté-là. Donc on est dans une sorte de clivage extrêmement pervers, avec un MR où les laïcs, par résistance aux demandes de la communauté musulmane, vont au MR, les cathos traditionnalistes vont au MR, les juifs vont au MR, tout ce monde gentiment réuni dans l'islamophobie, et puis de l'autre côté, on va avoir une gauche antiraciste et des musulmans pro-palestiniens antisionistes. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je ne veux pas ça. Je suis un homme de gauche, je suis laïque, je suis juif, je suis pour un accord israélo-palestinien. Je pense que de toute façon, un accord trop d'importance dans notre vie, parce que nous avons des affects personnels, mais ce conflit ne mérite pas une telle obsession et une telle place à la cartographie des conflits du monde et dans la politique ici. Voilà.
Et je pense que nous devons mener un débat pour sortir de ce clivage qui est monstrueux et qui va faire communauté contre communauté, une droite islamophobe, entre guillemets, une gauche antisioniste. C'est l'horreur absolue, on s'en fout. Merci. À mon tour, donc, je voudrais dire à mon ami Joël, d'accord, il dit il faut soutenir Mahmoud Abbas et pas le Hamas. D'accord, mais voyons les faits. Une fois de plus, voyons les faits. Arrêtons de parler comme ça en l'air, voyons les faits. Après ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a montré l'isolement croissant d'Israël lors du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour punir, c'est le terme qui a été utilisé, les Palestiniens qui avaient effectivement obtenu un succès diplomatique considérable, le jour même du vote, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé la construction de 3000 logements supplémentaires, mais pas n'importe lesquels, dans une zone que, si l'on construit, va couper la Palestine, le futur éventuel foyer national palestinien, en deux. C'est comme ça. Ça, c'est la réponse. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Non seulement il a annoncé ça, vous pouvez le regarder, je l'ai annoncé. Est-ce que tu veux revenir sur le sujet de l'antisionisme? C'est pas que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je voudrais qu'on revienne sur le sujet. Mais j'y viens. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'on est antisioniste parce qu'on est contre... Enfin, on ne va pas refaire le débat. Non, mais je veux dire simplement, il faut quand même voir les faits. Les faits sont là. Il a aussi, et c'est important quand même, non seulement il a décidé ça, mais il a aussi coupé les vivres. Donc il a empêché les Palestiniens de recevoir l'argent qu'il aurait dû par les taxes TVA, etc., auxquelles ils ont droit, qui leur permettent de vivre. Alors il faut, ça c'est la réalité. C'est la réalité. Ok? Alors, je voudrais vous dire, on a parlé d'un site, il a parlé... Moi je vais vous dire, si vous tapez mon nom sur Internet, vous allez voir plusieurs sites. Il y en a un qui s'appelait Josy Dubié, la honte du Sénat belge, qui était un site qui était animé par des juifs ultras, où j'étais traité d'antisémite, de tout. Mais si vous allez un peu plus loin, vous allez trouver des sites aussi où je suis un suceur de bite sioniste. Pourquoi? Parce que ce que je dis ici, moi je le dis ailleurs. Je ne dis pas deux discours, comme certains de mes collègues, que lorsqu'ils viennent ici, ont un discours et quand ils vont sur Radio Almanach, ils en ont un autre. Ce n'est pas mon cas. Je dis ici ce que je dis ailleurs. Et je continuerai à le dire. Je suis pour le droit du peuple juif à vivre en paix et en sécurité dans le territoire d'Israël aujourd'hui, à l'exception évidemment de la Cisjordanie qui doit devenir, c'est 22% de la Palestine historique, un foyer national palestinien. Ça me semble évident. Une dernière chose, je l'ai dit, c'est vrai, je trouve que l'utopie sioniste était tout à fait remarquable et devait être défendue. Mais est-ce qu'elle a réussi? La réponse est quand même un peu... il faut réfléchir à la réponse. Le foyer national juif existe, c'est Israël. Mais l'autre objectif, c'était de faire en sorte que les juifs y vivent en paix et en sécurité. Y a-t-il un seul endroit au monde aujourd'hui où un juif risque plus d'être tué parce qu'il est juif qu'en Israël? Je n'en connais pas beaucoup. Donc au moins sur ce point-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et s'il y a beaucoup d'efforts à faire, je crois que la seule véritable manière pour Israël de faire en sorte que le sionisme arrive finalement à ce à quoi il était destiné, à savoir un foyer national juif en paix, c'est de faire la paix avec les autres. Et on ne fera pas la paix avec les autres si on continue, comme on le fait aujourd'hui, comme Obama l'a dit lui-même il y a encore quelques jours, on continue à coloniser jour après jour la petite partie qui sera peut-être un jour le foyer national palestinien. Dernier point, c'est la question qu'on a posée, j'y réponds. Pourquoi est-ce qu'il y a une montée aujourd'hui de l'antisémitisme ou sous couvert d'antisionisme? Je suis tout à fait d'accord que c'est vrai que beaucoup de gens se réfugient derrière l'antisionisme pour cacher un antisémitisme tout à fait certain. Je dois faire un aveu, vous faire un aveu. J'ai combattu ça, y compris dans mon propre parti. Tous les partis politiques aujourd'hui font du communautarisme électoraliste. Ils cherchent à mettre sur leur liste des gens qui vont faire des voix, quelles que soient d'ailleurs les idées qu'ils ont et qui ne correspondent pas forcément aux idées des partis dans lesquels ils sont. Peut-être, je ne suis plus chez Écolo, donc je ne sais pas les défendre, c'est peut-être moins vrai chez Écolo.
je n'ai pas rencontré beaucoup de gens communautaires qui ne soient pas aussi attachés aux idées. Mais ailleurs, et excusez-moi de vous le dire, en particulier au Parti Socialiste, et en particulier à Bruxelles, à Schaerbeek, à Molenbeek, etc., et ce qu'on a vu avec l'illustration de ce fameux Pascal, je ne sais comment il s'appelle, ne m'étonne pas. Je connais beaucoup de collègues qui sont des gens qui n'ont rien de socialiste, mais parce qu'ils sont sur la liste, parce qu'ils sont arabes, ou marocains, ou d'origine, pour faire des voix. Et donc ça, c'est une dérive grave et gravissime qui touche toute la classe politique, et contre laquelle je m'élève. J'ai d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, lorsque Yves Goldstein a été de manière scandaleuse, au cours de la campagne électorale pour les communales, il était deuxième, je crois, sur la liste du Parti Socialiste, un tract a circulé pour le traîner dans la boue, parce qu'il était aussi un suceur de bites, sans doute sioniste. J'ai pris l'initiative de réunir un certain nombre de personnes pour critiquer justement cette dérive communautariste de tous les partis politiques. C'est un danger devant lequel tous les hommes politiques devraient se mobiliser pour éviter que ça ne soit le cas et que ça devienne de plus en plus important, parce que ça entraîne des dérives qui finalement, effectivement, renforcent ce climat d'antisémitisme. Je vais répondre à la question d'Henri, pourquoi ça s'aggrave, pourquoi cet antisémitisme, souvent à peine voilé, sous l'antisionisme. Bon, il y a évidemment des raisons que l'on pourrait invoquer. On pourrait d'abord invoquer la raison que le gouvernement israélien ne se comporte pas bien. Et comme le gouvernement israélien ne se comporte pas bien dans les opérations contre le Liban, sur Gaza, etc., il y a eu des images, il y a eu tout un ensemble d'éléments qui font effectivement qu'au fond, aujourd'hui, et je dirais peut-être depuis 1967, Michel a raconté que les manifestations, effectivement, en 67, tout le monde avait peur pour l'existence d'Israël, étaient des manifestations qui avaient été suivies par tous les partis. Israël n'apparaît plus comme étant fondamentalement menacé. Il l'est sans doute parce qu'il y a l'Iran, etc., mais il apparaît souvent comme une force régionale menant une politique qui est une politique qui apparaît de domination, comme disait De Gaulle, juste après 67 d'ailleurs, un peuple sûr de lui est dominateur. Alors, évidemment, certains vous diront, on aime bien Israël quand il est menacé, on ne l'aime plus quand il est capable de se défendre. Ce n'est pas une excuse parce que ça ne nous oblige pas à suivre les politiques israéliennes. Mais je pense que dire que c'est simplement parce que Israël, effectivement, a mené des politiques extrêmement contestables, qui sont contestées par nous, qui sont contestées par beaucoup de citoyens israéliens, c'est pas ça qui peut justifier l'ampleur du phénomène. Je ne le crois pas. Ce que je crois, c'est qu'il faut envisager le phénomène au niveau global et au niveau des réactions, qui sont des réactions très malvenues que nous avons eues, que les hommes politiques ont eues vis-à-vis de ce phénomène. Et ce phénomène, c'est le phénomène de l'islamisation, de la réislamisation, qui est un phénomène qui date depuis 30 ans, qui s'est manifesté sur les ruines des régimes nassériens et qui affecte effectivement les communautés issues de l'immigration, pas les immigrés, ce sont souvent des Belges ou des Français, mais enfin qui sont les communautés issues de l'immigration. Et ce qui est terrible, effectivement, c'est que quand vous écoutez ce qui se passe, il y a un discours qui est un discours véritablement antisémite. Et à partir de ce moment-là, quels que soient les reproches qu'on peut faire au gouvernement israélien, cette espèce de stigmatisation, si vous êtes pour les droits de l'homme, et c'est une critique que j'ai faite à Josie, quand Josie a affrété ce fameux bateau, vous avez été bloqué en Grèce, enfin je ne me rappelle plus, le bateau pour Gaza. C'était il y a, je sais pas, un an et demi, au moment où la répression avait déjà commencé en Syrie. La situation à Gaza est ce qu'elle est, on peut la critiquer, on peut la dénoncer, elle n'était pas nécessairement aggravée. Et je vous dirais que la Syrie et les massacres en Syrie, tout le monde dans la population globale s'en fout. Sauf, effectivement, des membres des communautés immigrées qui parfois, aux grandes dames de leurs parents, vont faire le djihad en Syrie dans des conditions qui sont des conditions terribles. Pour le reste, les gens s'en foutent. Ce qui se passe au Mali, ce qu'on a vu, la destruction des monuments soufis, les lapidations, les brutalités qui se sont passées vis-à-vis des populations du Nord, tout ça, tout le monde s'en fout. Et pourquoi est-ce que des gens se foutent complètement d'un ensemble de violations des droits de l'homme qui sont pourtant terribles,
et que dès qu'il existe quelque chose qui concerne Israël-Palestine, tout le monde commence, ou tout un ensemble de gens commencent à se manifester. Et ça, c'est très grave. Et je pense que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que nous avons raté quelque chose de tout à fait fondamental. Je vous rappelle un article de Merir Manus, dont on pense ce qu'on veut par ailleurs, mais qui a dit que sans les populations d'origine immigrée, maghrébine, turque, d'origine musulmane, le PS à Bruxelles ferait 6 ou 7%, quelque chose comme ça, ou 8%, enfin c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ces électeurs, ça veut dire qu'il faut essayer que ces électeurs votent pour un parti, mais qui affirme ses valeurs. Et qui disent d'abord, on ne veut pas l'inégalité entre l'homme et de la femme, on ne veut pas l'antisémitisme virulent, on ne veut pas ceci, cela, ça, etc., le fanatisme religieux, l'intolérance, et puis voilà. Et faire en sorte que, au niveau politique, les partis ne prennent pas des attrapeurs de voix parce que tout simplement ils sont écoutés dans les mosquées, et puis alors on a ce résultat, qu'on a des gens qui sont élus et qui en même temps tiennent des discours qui n'ont strictement rien à voir avec les belles valeurs laïques et de gauche sur lesquelles je me suis accordé pendant très très longtemps. Et c'est ça qui est un élément tout à fait fondamental, c'est qu'il n'y ait pas un accord entre les partis en disant c'est une urgence politique, une urgence au niveau de l'éducation, pareil au niveau de l'éducation dans les hôpitaux, au lieu de permettre à tous ces gosses de s'ouvrir à autre chose et de sortir de leur fameuse identité, au lieu de faire ça, et de leur permettre au fond d'apprendre le vaste monde et de revenir peut-être s'ils en ont envie à certaines valeurs d'origine de leur communauté ou de ne pas revenir, ce qui est parfaitement leur liberté, on est en train de fonctionner au niveau des accommodements en donnant le plus possible de visibilité à des identités qui sont défendues par ceux qui sont les plus puissants et qui crient le plus fort. Ce que disait la Cour suprême des États-Unis, the most powerful and vocal orthodoxy, les orthodoxies les plus puissantes et ceux qui crient le plus fort. Et c'est catastrophique, et c'est ces gens-là qu'on fait élire, et c'est comme ça que dans les écoles, on critique ceux qui veulent faire que les écoles soient isolées par rapport au bruit et à la fureur du monde, et à toute cette intolérance, et à tous ces préjugés qui sont distillés, et en particulier, il faut bien le dire, des préjugés, non pas antisionistes, mais anti-juifs. Et je pense qu'on a raté quelque chose, et je ne comprends pas comment des proches, des gens qui sont membres de partis qui nous sont proches, des gens qui sont des laïcs, des gens qui sont réconciliés avec les valeurs démocratiques, me semble-t-il, ne voient pas cela avec l'urgence avec laquelle ça se manifeste. Parce qu'à ce moment-là, vous avez des gens qui ont été élus et qui vont être très très complaisants vis-à-vis de tout ça. Nous en avons eu des exemples. Et vous allez avoir dans les écoles un enseignement qui n'aura pas le courage de faire prendre une distance aux élèves vis-à-vis de ces identités qui sont pas les identités en tant que telles, mais ces identités au sein desquelles on leur corrompt la pensée véritablement, et dans lesquelles l'antisémitisme est très 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 puissant. C'est la haine du juif. Et c'est une catastrophe parce que ce n'est pas leur problème, et que vous savez très bien que de la même manière qu'avec les caricatures de Mahomet, dans le monde musulman où les gens ont tellement d'autres problèmes, ils se préoccupent de ces caricatures, et bien là aussi, ils croient tous que, et c'est la faute d'Israël. Et ce qui m'a fortement impressionné, ce qui a impressionné tout le monde, c'était du temps des révolutions arabes. Vous avez vu pendant un tout petit temps, les gens ne parlaient pas d'Israël. En Égypte, en Tunisie, ils parlaient des dictateurs, des kleptocrates, de ceux qui ne leur donnaient pas de travail, de ceux qui mettaient le pays en coupe réglée. Bon, tout ça est bien loin malheureusement, parce que, effectivement, tout ce mouvement de réislamisation par le bas est toujours présent. Et si dans les démocraties, nous ne sommes pas capables de résister ça, enfin tout le monde le dit, les racistes vont vous dire, en 2020, Bruxelles, il y aura une majorité de gens d'origine musulmane, on ne veut pas ça, notre vieille Europe blanche, etc. Enfin, on n'est pas racistes, nous. Quelle que soit leur origine, ils sont évidemment bienvenus. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser, comment vont-ils se comporter les uns vis-à-vis des autres. Et si on ne fait pas quelque chose de ce point de vue-là, mais je suis très pessimiste vis-à-vis de la question qu'a posée Henri.